Bonsoir et bienvenue à tous. Aujourd'hui, l'émission Émergence ouvre ses portes à un monument de la politique congolaise, un baobab, si j'ose dire. En effet, depuis plus de 50 ans, l'homme roule sa bosse dans le marigot plutôt tumultueux de la politique congolaise. Au point où aujourd'hui, il est ami de tous les courants politiques que compte ce pays. Sans exagérer, je peux dire que aucun leader d'opinion de ce pays ne peut déclarer être son ennemi. Et l'homme en question, c'est Martin Berry Martin, qu'on ne présente plus. Le voilà, il est l'invité de notre émission. Monsieur le ministre, merci d'être avec nous. Quelle est votre vision à vous du dialogue? Car ce mot dialogue est interprété de façon diverse dans la société congolaise. Mais avant d'en arriver là, voici d'abord le sujet intro de Niafuna Bungu et on se retrouve tout de suite après. Institué par les articles 227, 228 et 229 de la Constitution, le Conseil national du dialogue est un organe consultatif de concertation, d'apaisement et de recherche du consensus entre les forces vives de la nation. Il se réunit à la demande du président de la République pour débattre et se prononcer sur les grands problèmes politiques d'intérêt national. Lorsque le président de la République est confronté à de grands problèmes politiques d'intérêt national, il peut saisir le Conseil national du dialogue et lui demander de se prononcer. Ainsi, le secrétaire permanent entouré des anciens présidents de la République, du président du Sénat et du président de l'Assemblée nationale préside la réunion préliminaire du Conseil national et propose la composition des instances du dialogue. Nommé secrétaire permanent du Conseil national du dialogue par décret 2018-306 du 9 août 2018, Martin Berry, 79 ans, un vieux routier de la politique et bien connu du microcosme politique congolais, tient depuis cette date les manettes de ce nouvel organe constitutionnel. Martin Berry, merci une fois de plus d'accepter notre invitation. Vous savez, quand on reçoit une sommité intarissable comme vous, on ne sait pas toujours par quoi commencer. Alors j'ai dit au début que vous étiez ami de tous les courants politiques, vous êtes à égale distance de tout le monde. Vrai ou faux? Plutôt vrai. Plutôt vrai. Et puis, dans un pays très paternaliste, c'est quand même le grand frère. Absolument. Bon. Ça a beaucoup aidé aussi. Où en êtes-vous dans la mise en route de cette institution? Les locaux, le personnel, les moyens, où en êtes-vous? Mais la dernière inauguration, je crois, est un exposé qui a dit on n'inaugure pas, on ne lance pas si on n'a ni locaux et tout ce qui s'ensuit. Sauf si on veut tourner en rond. Je crois que le dernier événement suffit largement pour dire qu'on a fait des efforts. La communauté internationale a fait un grand effort. Le gouvernement a fait ce qu'il a pu. C'est la conjugaison de tous ces facteurs qui a permis que... Oui, mais est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui le CND est définitivement installé? Je ne pense pas. Le CND est installé depuis le jour où le Congo proclame sa dernière constitution. Tant que cette constitution vit, et puis le Conseil national du dialogue vit. Voilà, sa vie est liée à la Constitution, parce que c'est un organe constitutionnel. Bon, monsieur le ministre, d'aucuns disent que vous travaillez seul. Qu'y a-t-il autour de vous? Ah non, chez nous, il y a quelque chose qui... Nous sommes très sympathiques, dit en passant. Et vraiment, souvent nous parlons pour de rien. Travailler seul veut dire quoi? Si on n'est pas pour perdre du temps, gaspiller de l'argent, il est évident que lorsqu'on met en service une structure d'une telle envergure, qui doit s'installer non pas en un jour, mais pendant des années, vous comprenez bien que le personnel à mettre en œuvre correspond au volume des tâches
de chaque instant. On ne peut pas avoir 1000 ouvriers pour une maison. Il faut encore poser les premières bases de la fondation. Mais c'est évident que cette même maison, si elle a 10 étages, 20 étages, 2 ans après, on ne verra plus 2 types qui tiennent des fils ou je ne sais pas quoi, mais on verra des centaines d'ouvriers en haut, en bas et partout. C'est une question de bon sens, ça. Quelle est votre vision de la mission que le président vous a confiée? Est-ce qu'il vous a dit le travail qu'il y a à faire? S'il ne l'a pas dit de façon solennelle et s'il ne l'a pas sacralisé par des symboles, etc., j'ai quand même passé beaucoup de temps à discuter avec eux. Donc je sais de quoi il s'agit, avec lui plutôt. Oui. Donc je sais de quoi il s'agit. Donc depuis 1957, c'est exprimé. Et vous verrez que depuis cette époque, jusqu'au moment où la Constitution de 2015 apparaît, nous avons eu beaucoup de guerres liées aux élections. Nous avons eu beaucoup de disputes à tout genre. Mais chaque fois que cela a eu lieu, il y a toujours eu une réunion des dirigeants des partis concernés ou des gouvernements concernés. Et il n'y a jamais eu de longue marche chez nous. Jamais. Maintenant, ce qui est également très caractéristique, c'est le fait que c'était informel. Jusqu'au moment de la Constitution, il n'y avait pas quelqu'un qui avait le pouvoir de dire aux autres, venez, etc. Ce récit préliminaire, c'est pour aider nos compatriotes à comprendre que tout ceci n'est pas arrivé par l'inspiration, je ne sais quel dieu de la politique ou je ne sais pas quoi. C'est les pratiques sociales, les usages. Les usages. C'est parce qu'on n'a jamais fouillé. Alors, comment définissez-vous la vision de votre mission? Elle consistera à faire quoi? Mais moi, je suis un haut fonctionnaire. Je suis un haut fonctionnaire. Je n'appartiens à aucun parti. Mon rôle, c'est d'appliquer la loi. Rien que la loi. Ceux qui travaillent ou qui travailleront avec moi seront de la même optique. Vous pouvez être un cadre éminent du PCT. Si vous êtes patriote, moi, je vais vous voir. Voilà, le pays nous a confié telle tâche. Je crois que vous avez telle qualité qui font qu'à tel niveau, vous pouvez aider et servir. Si vous dites oui, alors, dès ce jour, vous entrez en congé du PCT. Parce qu'on ne peut pas être à la fois et du PCT et dans la neutralité. Bon, ce serait un exercice un peu compliqué. Il faut, pour que les choses soient équilibrées, il ne faudrait pas que le mal ait un camp définitif et le bien un camp définitif. Quand ceux qui sont censés être des diables font bien ce jour-là, dites, ah, vraiment ça, vive la patrie. Voilà. Gouverner, c'est toujours une tâche complexe, difficile. Reprenez le film du dialogue national, non, oui, de la conférence nationale. Reprenez ce film, il est parlant. Moi, personnellement, j'ai cru à ma nomination parce que quand je revois ce film-là, je dis oui, il y a des moments où les Congolais sont capables de se réunir et de ne regarder que la patrie. Pourquoi pas cette fois-ci? Est-ce que la communauté internationale vous accompagne dans votre action? Si oui, comment s'est-elle déjà manifestée? La communauté internationale accompagne tout le monde. Le gouvernement congolais est accompagné. Il y a des accords. Nous, on a ce manquement qui fait que chaque fois qu'on signe des accords de paix, de sécurité, etc., on crée des petits organes de circonstance, un peu clientélistes souvent, mais pas des agences aussi importantes que ceux qui viennent nous assister. Si bien que le PNUD et tous ces organismes-là travaillent plus au ministère des Affaires étrangères, au ministère de l'Intérieur et ailleurs qu'avec des agences spécialisées. Pour une fois, voilà une agence spécialisée qui est là. Et ceci veut dire également, sans aucun esprit d'égoïsme, vouloir attirer les choses vers nous, mais non. Le domaine des affaires étrangères comprend la paix et la sécurité. Mais désormais, il faut qu'il compte avec nous. Tout à fait. On doit nous dire quelle est notre part dans cette affaire-là. Et voilà. Il y a au ministère de l'Intérieur des tâches qui sont des tâches
également, où nous, en tant qu'agence de la paix, etc., nous avons notre rôle à jouer. Il faut qu'on nous dise. Alors, vous voyez, depuis 1 an, tout ceci flotte encore. Ce n'est pas encore recadré, non pas comme organe parallèle au ministère des Affaires étrangères, comme organe parallèle au ministère de l'Intérieur, non, comme organe d'exécution. Un peu d'histoire, Monsieur le ministre. Notre pays a connu de nombreuses tentatives de rassemblement des Congolais. Conférence nationale de 1972, Conférence nationale souveraine de 91, plusieurs conventions, plusieurs dialogues, Brazzaville, Ouesso, Evo, Sibiti, etc. En quoi l'expérience que vous allez mener est différente de toutes les autres? C'est la pratique qui le prouvera. Ah. Moi, je crois que c'est le critérium valable, c'est la pratique. Parce que, écoutez, j'ai participé à tout ça. Ah oui, c'est vrai. Bon, imaginez que je sois une espèce de copiste invétéré. Bon, je n'aurais qu'à aller prendre Ouesso, Dolizy, je ne sais pas quoi, et puis... Ce sera autre chose. Non, ce sera autre chose. Alors, expliquez. Comme c'est autre chose, ça va prendre du temps. Par exemple, il n'y aura plus de conférence nationale de type insurrectionnel. Parce que la direction c'est insurrectionnel. Ce n'était pas un consensus, c'est un rapport de force. Maintenant, nous n'aurons plus une seule assemblée générale. Parce que l'assemblée générale, c'est l'équivalent de la conférence nationale. L'assemblée générale du Conseil national du dialogue, c'est l'équivalent de la conférence nationale. Bon. Oui, l'Assemblée générale est prévue dans les mais voilà. Et comme ça va durer dans le temps, nous pouvons avoir, j'exagère, hein, c'est un style de raisonnement, on peut avoir une Assemblée générale chaque année si nous le voulons. Si on a de la matière à traiter, nous on fait le rapport au président, le président valide, trouve que c'est bon, allez, Assemblée générale. Allez, Assemblée générale. Bon, tel que les Congolais, tel que nous sommes capables d'un truc comme ça. Hein? Parce que derrière, il y a toujours un peu de ça. Alors, selon les textes qui vous régissent, Barthélemy, le dialogue est convoqué par le président de la République. Et qui c'est qui fixe ou établit l'ordre du jour? L'ordre du jour, alors, en fait, le principe de l'intervention du président de la République, moi je crois que c'est un principe limite pour ne pas que ça aille dans tous les sens. Sinon, les conséquences du fait que c'est lui qui convoque n'apparaissent nulle part. On dit nulle part que le président peut arrêter le dialogue, hein, peut arrêter l'Assemblée générale, que le président de la République peut ou ne pas accepter les conclusions tirées par... Non, on a dit que ça. Donc ça, selon de mon point de vue, c'est fait pour que ça n'aille pas dans tous les sens. Nous, en tant qu'experts, on vous rencontre, on discute, et ce sera notre métier. Voilà pourquoi d'ailleurs nous n'intervenons pas dans le fond, parce que c'est pas nécessaire. Nous vous écoutons, nous tirons les conséquences, on voit de quoi ça ressort. Écoutez tous les sachants de ce pays. Ceux qui veulent se présenter à nous, comme ceux que nous invitons. Dans ce cas, pourquoi les gens se plaignent? Ils n'ont pas à se plaindre. Intégral, hein, comment ils appellent ça? Dialogue inclusif. Inclusif. Dialogue inclusif. Mais le dialogue qui sera fatalement inclusif. Fatalement. Donc, quel est ce démocrate sérieux qui, après avoir causé avec son père et sa mère, va aller demander qu'on tienne une... Mais non. Mais non. Justement, cette machine, elle sera à la disposition de tous. C'est la vie intellectuelle qui est suscitée. C'est une raison de faire rencontrer les gens. C'est une raison de faire parler les Congolais entre eux. Maintenant, la lui rouvant les choses, cette première assemblée générale, vous la voyez pour quand à peu près? On est en août. Là. Alors, nous, dès qu'on sera prêt, en tout cas, ce qui est vrai, indépendamment de tout ça, dans notre pays, l'élection présidentielle notamment, a toujours été un événement marquant. Tout à fait. Bon, si le bon sens est respecté, je ne vois pas comment
l'Assemblée générale se tiendrait Après, en ne considérant pas les élections. Bon, ça, c'est une question de bon sens et de principe. Mais souvent, la politique a ses raisons que la raison ne connaît pas. Alors, en ce moment-là, dès que j'ai énoncé le principe, je ne peux pas aller plus loin que ça. Mais là aussi, même quand il y a une loi qui organise le dialogue et tout ça, mais nous restons des citoyens actifs. Si demain le peuple congolais veut que le dialogue précède l'élection. l'élection, nous on le marquera. Dans notre rapport, on dira, dans l'opinion, voilà la tendance qui se dégage. Maintenant, si le président a des raisons pour ne pas aller dans la même direction, il prendra la parole et expliquera aux Congolais. Hein? Ce n'est pas des petites questions. Voilà. Bon, alors, au Congo, la politique, c'est la bataille des monstres. Voilà. Cette phrase est de vous, Voilà. M. Martin Berry. Que voulez-vous dire par là? Mais je dis par là qu'on va aux élections comme à une guerre. Nous devons sortir de ça. Hein? Le dialogue d'aujourd'hui, il est fait pour construire d'ici la fin du siècle. Il reste quelques années. Il faut que lorsque nous arrivons à la fin du siècle, que le Congo n'ait pas le retard actuel. Parce que votre débat de développer, pas développer, ouf, le pays n'est pas là où il devrait être. C'est tout. Donc demain, si nous sommes en retard, par exemple, imaginons que l'informatique amène que les cahiers ne sont plus utilisables à l'école. Chacun doit avoir son ordinateur, il fait ses devoirs sur l'ordinateur, etc. Admettons. Mais il n'y a plus de cahiers. Bon, nous allons faire comment nous? Nous qui avons du retard là-dedans, qui n'avons rien fait, on fera comment? On suivra comment? Mais Monsieur le ministre, j'aime beaucoup cette phrase que vous venez de prononcer. Le Congo n'est pas là où il devait être. Voilà. Expliquez un peu. Oui, c'est-à-dire que le Congo a les hommes, le Congo a les moyens, mais le Congo n'a pas la discipline qui fait que c'est des groupes organisés, conscients, disciplinés, qui travaillent, et au bout de chaque année, on peut dire, ah oui, c'était rouge, maintenant c'est bleu. Ah oui, c'était pas tout à fait bleu, mais on est comment on avance vers le bleu. On ne demande pas ce qu'on fasse des miracles. Nous sommes des débutants. Mais il y a quand même des pays de même niveau culturel que nous qui font mieux. Hein? On peut faire comme eux. L'exemple actuel. Bon, nous accusons les gouvernements. Mais changer les gouvernements tous les jours. Je dis bien tous les jours. Ah bon? Si on ne change pas notre vision globale du développement, eh bien, nous ferons toutes des choses complexes, plus difficiles que nous ne le pouvons, et à la fin, nous baisserons les bras. Je n'ai pas la solution en soi, mais je dis que si nous réfléchissons, il y a parmi nous des gens, désintéressés d'ailleurs, qui sont capables, par notre trait intellectuel, de nous conseiller des pistes qui sont plus exploitables que cela a été depuis l'indépendance. Bon, Martin Berry, vous vous êtes fixé comme objectif, entre autres, C'est ça. de fluidifier la vie politique nationale. C'est Elle ça. n'est pas fluide à votre avis? Ah non. Ah bon, C'est la vie des expliquez un peu. clans. Ah, Ah expliquez un ben peu. écoutez, mais pourquoi les tribus survivent? Comme cette affaire de dialogue, moi je crois que c'est une nouvelle école politique qu'on crée. Soyons patients. Perfectionnons la machine. Moi je suis sûr que dans 10-15 ans, le Congo sera un pays de qualité du point de vue des relations politiques et des comportements politiques. Parce qu'on aura cherché à apprendre. On aura cherché à être critique et intelligent. On ne va plus faire la guerre systématique à l'adversaire. Tous, il sera imbécile parce que vous l'avez décrété ainsi. Même quand c'est un génie. Alors, ça doit... Bon, alors, Monsieur le ministre, ça que doit cesser. répondez-vous à ceux qui disent que vous, Martin Berry, vous êtes un ami du président Sassou Nguesso et qu'un dialogue organisé par vous sera plutôt un monologue au profit de votre ami? En tout cas, D'abord, c'est Sassou Nguesso une pas. partie de l'opposition qui le dit. Que quelqu'un le dise, je respecterai cela. Parce qu'a priori, ouais, quand on voit tout ce qui se passe autour de nous, etc. Mais je crois qu'il faut quand même commencer une fois à faire confiance. Maintenant, si on échoue, c'est pas pour croiser les bras.
c'est pour amener des changements qui vont améliorer ce qui peut ne pas être des fautes délibérées, mais des erreurs de circonstances. Donc pour vous, dans ce dialogue, une grande messe du genre conférence nationale de 91, et c'est exclu. Nous sommes des Congolais, nous nous connaissons. Ça se fera pas comme ça s'est toujours fait, mais nous savons ce qui s'est fait. Et si nous voulons améliorer, on peut améliorer. Nous ne ferons pas comme ça. Alors, voilà. Alors, moi, ce que je souhaite également, si les explications que nous donnons sont insuffisantes, mais on est en démocratie, organisons un débat. Allons devant tout le monde, qu'ils posent des questions. Et par rapport à la loi, on leur répondra. C'est une loi, n'est-ce pas, pleine de contradictions. Il y a tout là-dedans. Du bon, du moins bon, de ce que c'est quand il y a figure et tout ça. Mais moi, mon rôle, c'est de l'appliquer et non pas de la juger. Mon rôle, c'est de lire là-dedans pour voir si les demandes qui sont faites, il y a des réponses positives là-dedans. Bon. Si la demande est massive, n'est-ce pas, qui ne veut pas de telle ou telle chose, mais en ce moment-là, je renvoie ça à une commission, on étudie, on regarde. S'il y a quelque chose à faire, on le fait. Voilà. Monsieur le ministre, j'ai deux questions pour terminer, deux questions personnelles. Voilà. Quand on vous observe, on constate que vous menez une vie de spartiate. C'est-à-dire que quand on entre chez vous, on est frappé par la simplicité du mobilier. C'est sobre, on se croirait dans la maison d'un moine. À quoi c'est dû? Alors que vous avez eu les moyens de vivre 10 fois mieux que ça, mais à quoi c'est dû? Est-ce que c'est votre éducation marxiste, parce que vous êtes un marxiste? Oui. Ou alors c'est l'éducation de vos parents? Bon, disons que l'éducation de mes parents, je suis protestant à l'origine. Oui, tout à fait. Cette éducation-là, un peu à 7. Bon, le marxisme aussi est exigeant de ce point de vue. Tout à fait. Ça m'a aidé à être quelqu'un d'indépendant. Quand j'arrive chez moi, aujourd'hui encore, si je vis, il y a une natte. Je ne vais pas demander où est le matelas, là, je dors sur la natte. Alors une autre question, monsieur le ministre. 50 ans de vie politique, vous n'avez jamais séjourné en prison. Comment ça s'explique ça? Si, j'ai séjourné en prison. Autant pour moi. Voilà. Vous avez fait de quelle prison? Qu'avez-vous fait? Une prison de copains, hein, de coquins. Hein. Ah bon? C'est quoi une prison de copains? Prison. Mais on m'avait mis en prison pour des tracts. En quelle année ça? Donc délit d'opinion. Délit d'opinion. Ah oui. Donc c'était condamné par la loi. Ah, oui, non. J'ai été condamné. On m'a envoyé à Kinkala, où j'y suis resté 4 ou 5 mois. Heureusement, j'ai pris ce temps pour préparer mon dernier certificat de licence. J'ai fini. On m'a envoyé à Sibiti, où j'ai connu toute une génération de jeunes gens qui, par la suite... Non, j'ai su rendre... ces moments de difficulté. Donc, une dernière question, monsieur le ministre. Mbéry Martin, vous avez 79 ans aujourd'hui. Oui. Alors, devinez ma question et répondez-y vous-même. Donc, je ne peux plus faire la politique? Non, je veux dire que, est-ce qu'il arrivera un moment où vous allez dire, bon, j'arrête tout, je rentre à Moyosi, je vais écrire mes mémoires? Jamais. Pourquoi? Parce que moi, la politique, je l'aborde sous 2 angles. Je suis acteur sur le terrain, pas pour moi-même, mais parce que je veux m'instruire. Tout phénomène politique, par moi-même, par d'autres pays, etc., m'intéresse et m'attire. Et je dis pourquoi? Quand j'étais encore au lycée, mon rêve était de devenir professeur agrégé de sciences politiques. Voilà. Et comme je n'ai pas pu faire les études, parce que je n'ai pas le temps, pendant l'année, je pouvais fréquenter 3 mois. J'allais à l'examen. Admis ou pas, je m'en foutais royalement. J'ai fini par faire tous les certificats. J'ai eu les diplômes que je voulais avoir. Quand je suis resté en exil en France, j'ai également continué un peu à étudier. À un moment donné, j'ai vu que c'est de la folie.
d'être avec des gosses de 30 ans, 20 ans, pour raconter des histoires qui me paraissaient évidentes. Je me suis retiré. Voilà. Monsieur le ministre, nous allons terminer notre émission. Alors pour terminer, le président vous a confié une mission. Vous êtes à vos débuts. Dites quelque chose là-dessus. Pour terminer. Non, je crois que le président a débuté pour ce pays une chose qui nous apportera énormément si nous ne mélangeons pas nos sentiments, nos récriminations et toutes ces choses-là pour comprendre que dans la vie, tout s'apprend. Parce que notre pays flotte. Oui, notre pays flotte. Nous ne croyons en rien. Cherchez, dites-moi là où les Congolais sont assis et tout est orthodoxe, tout est vraiment... Les gens font un effort pour... Non, c'est du mimétisme, on imite un peu comme ça. Pourvu qu'on en tire, c'est qu'on veut bien en tirer. Même pays ne peut se construire comme ça. Les grands hommes ne sortiront pas que des universités. Hein? Il faut qu'ils sortent de la vie elle-même. Donc, le mot dialogue ici, étant un mot que nous pouvons interpréter comme nous souhaitons, comme nous voulons, pour que cela nous émancipe, Oui. eh bien, c'est une chose. C'est une des plus grandes choses, à mon avis, qu'il aura fait et laissé. Ce sera le mot de la fin. Martin Berry, vous êtes le secrétaire permanent du Conseil national du dialogue. Vous êtes à vos débuts dans cette lourde tâche. Nous vous souhaitons bon vent. Merci. Et merci à vous qui avez suivi cette émission. Rendez-vous mardi prochain dans un nouveau numéro de Émergence.